En gros, vraiment, bienvenue pour ce live. Je suis très, très excitée de vous faire découvrir Pedro et sa compagnie d'aliments fermentés. Et j'ai très, très hâte que vous découvriez son histoire parce que moi, j'ai découvert Pedro dans des foires alimentaires. Et quand j'ai goûté à ces produits, non seulement, vous savez, moi, je parle souvent de la flore, de l'importance du microbiote pour la santé, mais quand j'ai goûté à ces produits, j'ai tellement, non seulement ça goûtait tellement bon, mais pour moi, je suis pas quelqu'un qui a de la facilité à faire des produits fermentés à la maison et non plus qui a le temps de le faire. Donc, j'étais tellement contente de voir une compagnie locale, biologique et qui goûtait extrêmement bon. Donc, vraiment, j'ai très hâte que vous découvriez Pedro. En fait, c'est la première fois qu'on fait une entrevue ensemble. Et donc, moi aussi, je vais probablement apprendre plein de belles choses. Et donc, Pedro, si jamais tu avais à nous raconter le début de l'aventure, le début de qu'est-ce qui a fait que tu as parti l'entreprise, l'histoire, votre histoire de l'entreprise tout cru. Comment ça a commencé? Je crois que vous aussi, vous avez commencé en 2015. Hein? C'est un peu comme nous avec Clinique Vie qui est devenu Univers Vital après. Mais 2015, c'est une année spéciale pour moi. Donc, j'ai hâte de savoir ton histoire à propos de qu'est-ce qui s'est passé en 2015. Oui, bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Pedro. Je suis le propriétaire de Tout Cru Atelier Fermentation. Et oui, ça, comme Natacha dit, on a fondé la compagnie en 2015. C'était vraiment beaucoup de circonstances qui arrivaient en même temps. Euh, Première chose, je ne trouvais pas d'emploi. Donc, j'ai travaillé un peu de jobs ici-là, mais je n'avais pas quelque chose que ça m'excitait comme carrière. Deuxième chose, ma grand-mère avait décédé, m'avait laissé un peu d'argent à côté. Donc, j'étais un peu en train de décider, OK, quoi faire avec cet argent. J'ai toujours eu la passion pour la fermentation. Moi, personnellement, ça fait depuis 2003 que je fais des produits lactofermentés, que je fais kombucha, kéfir, etc. Donc, c'était déjà une très longue passion. On pourrait dire que j'arrivais à un point dans ma vie que j'avais 30 ans, je dis, écoute, qu'est-ce que j'ai fait, non? Je dois faire quelque chose avec ma vie. Donc, je me lançais un peu dans l'aventure sans savoir absolument rien d'une entreprise, des règles à respecter agroalimentaires, non? Parce on est régi par la MAPAC, donc il faut respecter certaines choses au niveau des productions industrielles, etc. Donc, en 2015, on lance l'aventure avec ma copine Rachel. Elle travaille temps plein. Moi, je travaille temps plein dans la compagnie. Elle travaille temps plein dans son job. Et on se lance comme ça. On a décidé depuis le début, OK, qu'est-ce qu'on fait comme produit? Ben, mon objectif, c'était toujours travailler avec des légumes locaux, biologiques. Pourquoi? Parce que moi aux États-Unis, j'avais été aux États-Unis, j'ai travaillé dans une coopérative alimentaire. Donc, j'ai appris beaucoup le pouvoir de notre argent, non, pour acheter des choses locales et biologiques surtout, parce que 80 à 90% de nos dollars que nous vont utiliser vont rester à l'économie locale si on achète des produits locaux. Donc, pour moi, même si je ne suis pas né au Québec, pour moi, j'habite à Québec, c'était très important euh, de supporter l'économie locale. Donc, depuis le début, depuis 2015, on a décidé, bon, on va travailler juste avec des légumes locaux biologiques. Donc, l'aventure commence un peu par essai-erreur. On décide, OK, c'est quoi les premiers produits qu'on va développer. Donc, moi, j'aime beaucoup la sauce piquante. Ma grand-mère aussi adorait les choses épicées. Donc, bon, on va lancer une sauce piquante. C'était notre premier produit. Moi aussi, j'aimais beaucoup les cornichons. Donc, au début, je voulais faire une gamme de produits comme des cornichons épicés, etc. Mais le problème, c'est qu'à Québec, il n'y a pas grand nombre de producteurs de cornichons. Avant, et je me renseigné un peu l'histoire, avant 1980, il y avait énormément de producteurs de cornichons, mais pour une raison X, je pense que c'est surtout pour l'introduction des cornichons d'ailleurs, de l'Inde, des États-Unis, que ça coûte moins cher. Les producteurs de Québec ont décidé d'arrêter la production de cornichons et faire autre chose. Donc, au début, je voulais faire des cornichons, mais après ça, j'ai trouvé la difficulté à me fournir localement. Donc, j'ai décidé, bon, de laisser aller. On fait des cornichons maintenant, mais c'est vraiment juste
pendant la saison, on a trouvé un producteur, on fait 3000 livres de cornichons par année, c'est tout. Ça, c'est juste dans quelques points de vente à Montréal, mais surtout sur notre site web que les gens vont trouver les vrais cornichons lactofermentés. Non, on parle que si les personnes on est déjà allé dans une délit juive, non, comme Schwartz, etc., c'est vraiment les cornichons salés, acidulés, que ça complémente très, très bien certains plats. Non, on parle surtout des barbecues. Non, quand on parle de barbecue, un cornichon là-dedans, c'est très bon. Donc, ça, c'est les premiers deux produits que j'ai développés. Après ça, on tombait un peu, OK, qu'est-ce qu'il y a comme des légumes les plus disponibles à Québec? Ben, c'est des choux verts, des légumes racines, donc on commençait à développer les choux croûtes, bien sûr. Mais au début, j'avais une crainte parce que quand je faisais mes petites études de marché, j'ai trouvé que les personnes trouvaient la choucroute un peu comme old-fashioned, un peu comme grand-maman, grand-papa. Ils trouvaient que la plupart des choucroutes qu'on trouvait dans le marché venaient de l'Europe. C'était une choucroute pasteurisée, une choucroute molle, pas goût, etc. Et j'ai toujours cuisiné, non? On mangeait ça dans les hot dogs. Donc, moi, j'avais cette crainte, mais comme c'est un légume que je trouvais facilement, je dis, bon, on va faire une choucroute. Pour ma surprise, c'est un des produits qu'on vend le plus. Parce que les gens ont déjà la connexion, mais le fait que notre choucroute, c'est tellement différent que ce qu'on trouve dans les marchés normalement, ça fait une différence. Après ça, on a développé une gamme de produits à kimchi. Non? Maintenant, c'est un peu la mode. Les personnes, oh, les kimchi. Mais même s'ils ne connaissent pas les produits, pour une raison, ils ont déjà entendu parler de kimchi. Ben, le kimchi, c'est plus ou moins comme une choucroute, sauf qu'on change de chou vert à chou napa, que c'est comme un chou plus tendre. Mais au début, je ne voulais pas faire ce produit parce qu'une autre fois, comme les cornichons, je ne trouvais pas assez de légumes biologiques locaux, de choux napa biologiques locaux pour les faire. Donc, ça m'a pris un peu de temps pour développer cette recette. Donc, quand moi, je parle que moi, j'aime beaucoup l'économie locale et biologique, on parle que nous, on achète directement notre légume de leurs producteurs. Donc, Et c'est ça que j'aime beaucoup de vous, parce que c'est beaucoup de travail. Nous, justement, une des raisons pourquoi on est en Espagne, là, et on est en train de faire un peu le tour du monde pour répondre à notre plus grosse mission, qui est de comment rendre accessible, de pouvoir faire pousser notre propre alimentation. Et moi, je pense que le modèle d'avoir des communautés autosuffisantes où on partage des ressources, de faire pousser nos propres légumes, de cuisiner, etc., on est en train de justement faire un peu le tour du monde pour découvrir ça, pour créer des concepts comme ça encore plus accessibles, parce que je pense que c'est un peu comme ta mission à toi, Pedro, de rendre des choses santé et en même temps aider la terre, l'économie locale, mais de rendre ces choses beaucoup plus accessibles, parce que souvent, il y a beaucoup de gens qui sont de plus en plus connaissants sur la santé, sur l'écologie, sur l'économie locale et qui veulent faire une différence, mais que si jamais on a à tous, chacun parfois même faire chaque chose, c'est là qu'on se sent déplacé et que souvent on n'avance pas en termes de ce qu'on aimerait donner comme impact. Donc, c'est ça que j'aime beaucoup de votre compagnie aussi, c'est que vous faites tout ce travail. Et là, juste là, nous, à visiter les différents éco-villages, on est en train de voir combien de temps ça prend, tous les défis qu'il y a. Et même pour aller visiter d'un éco-village à l'autre, tous les défis qu'on a de transport, etc. C'est un peu décourageant des fois quand on fait tout ce travail de recherche et je pense que toi aussi, tu as beaucoup travaillé là-dessus. Puis justement, c'est ça que je voulais savoir, ça a été quoi c'est quoi les plus gros défis justement que les gens ne sont pas conscients quand on veut répondre à des critères de bio et locales qui sont tellement importants de nos jours. Puis juste pour que tu saches aussi, Pedro, dans les commentaires, on a plein de gens qui écrivent «Ah, j'ai déjà faim», qui déjà trouvent qu'ils ont très hâte à manger des aliments fermentés, juste de comment tu les décris. Donc, je trouve ça quand même intéressant. Et puis, il y a plusieurs personnes déjà aussi qui disent qu'ils trouvent ça très intéressant, ce que tu dis. Donc, parle-nous justement un peu c'est quoi ces défis justement que, qui existent, qu'on n'est pas souvent conscient de. Puis juste pour que vous sachiez, je mets mon micro sur mute quand c'est moi qui parle pour essayer de mettre le moins de son possible. parfait. Oui, ben, c'est une très bonne question. En fait, moi,
j'ai hâte de répondre parce que j'ai aussi cette question souvent. Les défis sont énormes. En fait, moi, j'ai toujours dit que peut-être j'ai choisi les pires produits à développer parce que j'ai choisi un modèle d'affaires qui c'est bio et local. Donc, juste commencer ça, c'est ultra difficile. Je vais parler un peu plus, mais aussi le fait que j'ai choisi un produit que c'est pas très connu. Non, il fallait faire beaucoup d'éducation au début, comme tu viens de dire. On s'est retrouvé dans une foire alimentaire. On faisait énormément de foires. On faisait des marchés publics. Au début, on a fait 3 années de suite des marchés publics. Ça veut dire à chaque samedi et dimanche, pendant 3 étés, on travaillait là-dedans. On faisait goûter. On donnait tellement de rabais à les personnes juste pour qu'ils faisaient goûter des produits. Beaucoup d'éducation aussi au niveau des webinaires, etc. On participait énormément à des choses. Maintenant, on pourrait dire que c'est un peu plus facile, non, l'éducation. Même moi, je vois 5, 6 nouvelles compagnies de fermentation qui sont en train de se développer à Montréal. Donc, ça, c'est un bon signe. Oui, c'est la compétition, mais c'est un bon signe parce que ça veut dire qu'il y a la demande pour autres compagnies. Mais pour retourner au premier point, la production biologique locale et des saisons surtout. Nous, on travaille depuis le début avec des producteurs locaux. Pourquoi? Parce que moi, peut-être, personnellement, j'aime beaucoup les défis. Plus c'est un défi, plus ça m'a rempli à la fin. Mais travailler avec des légumes locaux biologiques, c'est difficile. Pourquoi? Il faut faire beaucoup de planification. Pour moi, c'est très facile appeler un distributeur de fruits et légumes et dire, écoute, j'ai besoin de 2, 3 palettes de choux pour la semaine prochaine. Lui va chercher n'importe où, il va prendre les choux qui vont arriver de la Californie, Mexique, la Chine, etc., n'importe où, à un prix que selon les marchés. Et moi, je vais avoir mon produit. Pour nous, c'est pas comme ça. Pour nous, on planifiait déjà depuis janvier avec les producteurs. On parle, OK, combien plus ou moins j'ai besoin pour l'année prochaine. Et ça, c'est déjà un défi parce que moi, je dois anticiper un peu la demande. Je dois anticiper un peu, OK, est-ce que je vais rentrer dans le métro cette année? Est-ce que je vais rentrer dans une autre épicerie? Si oui, est-ce que les personnes ont aimé les produits? Et commencer à analyser beaucoup les données pour voir, OK, est-ce qu'il va y avoir une augmentation? Est-ce qu'il va y avoir pas une augmentation? Parce que nous, la période de production, c'est de fin juin, ça va commencer bientôt, jusqu'à septembre-octobre. C'est vraiment en 6 mois, on produit pour toute l'année. Donc, déjà, ça, si j'ai mal planifié une recette ou un produit, ben, je n'ai pas le choix de dire à mon client, désolé, mais j'ai plus de produits. Ou l'inverse, si je produis tellement que je n'ai pas d'espace pour l'entreposer ou que je dois donner des gros rabais pour que les gens les prennent, ben, c'est l'argent que moi, je vais faire. Parce que moi, quand je prends un engagement aux producteurs, aux productrices de légumes, moi, j'essaie de le respecter parce que comme ça, on peut négocier les prix parce que oui, il y a une négociation, on s'entend, mais de l'autre côté, le producteur a une sécurité que quelqu'un va acheter leurs produits. Parce que la plupart des personnes, on est très déconnecté avec les champs, on est très déconnecté avec la nourriture, donc on voit tout déjà à l'épicerie, mais on ne connaît pas les chemins parce que les producteurs comme nous, il faut qu'il fasse aussi une planification. Il faut qu'il essaie de comprendre les marchés pour dire, écoute, qu'est-ce que ça va donner les marchés cette année? Est-ce qu'ils vont consommer plus de légumes locaux? Est-ce qu'ils vont consommer plus de choux, plus de... C'est très difficile pour eux. Donc, un bon client comme Je nous. suis tellement d'accord avec ça parce que justement, la semaine dernière, quand on regardait beaucoup dans l'éco-village ici, eux aussi sont toujours à propos de, OK, combien qu'on plante, combien aussi qu'on est capable de faire pousser sur notre terrain pour garder les nutriments dans la terre, aussi les calculs de l'eau, etc., les nutriments, etc., pour que la terre soit assez riche en nutriments pour que ça donne les nutriments. Et en plus, le changement de température, est-ce qu'à un moment, il va y avoir trop de soleil, etc. Que, aussi, qu'est-ce qu'il va fournir cette année ou pas? Est-ce qu'il va y avoir des pertes? Quel genre de nombre de personnes qu'on va avoir besoin pour venir cueillir tout ce qui va sortir en production? C'est énormément de planification et de tous les sens, hein, des producteurs, de toi aussi après pour la transformation. Donc, les gens ne se rendent pas compte je crois que c'est ça un peu comme ce que tu disais. On est tellement habitué d'aller à l'épicerie puis d'acheter qu'on ne se rend pas compte de tous les défis que ça prend.
et ça nous déconnecte, en fait. Puis il y a tellement d'études qui montrent qu'on est capable de renforcer notre microbiote, donc notre flore digestive, quand on met nos mains dans la terre. Et on est tellement séparés de ça, mais en même temps, on est tellement occupé qu'il faut pouvoir retourner à cette source. Puis des fois, c'est correct aussi de demander de l'aide à des entreprises justement éthiques, locales, biologiques, qui vont justement nous aider à faire cette contribution dans le monde, mais aussi de pouvoir, mais je crois que c'est important d'être conscient de tous ces efforts qui sont faits à chaque micro-détail pour que ça se rende dans nos mains et qu'on soit capable de le manger facilement. Tout ce qui est sauvé Ouais. comme temps. Un autre défi, honnêtement, c'est le prix, non? Parce que, et on parle des prix que moi je paye à mes producteurs, des prix que les clients paient pour notre produit. C'est toujours un défi parce que malheureusement, on est habitué à des produits qui sont très subventionnés par des gouvernements. J'ai mon chat ici qui est en train de jouer avec mon ordinateur. C'est très difficile parce que nous, toute entreprise doit avoir un profit. Nous, les producteurs, parce que si il y a pas de profit à le moyen long terme, l'entreprise va faire faillite et on va changer des choses. Donc, pour moi, l'objectif de travailler directement avec les producteurs, c'est d'arriver à un milieu entre nous deux. Non? C'est d'arriver, OK, tu veux un prix X, moi je veux un prix. Est-ce qu'on peut travailler au niveau des prix, au niveau des volumes, au niveau des livraisons? Au lieu de me faire 3 livraisons, peux-tu me faire une livraison et on garde les prix plus compétitifs, non? Euh, il y a des défis énormes. On est dans une sécheresse. Les gens aiment la chaleur, aiment le soleil et tout. Pour moi, quand je vois le soleil comme ça m'a fait vraiment peur parce qu'on a eu pas beaucoup de pluie. On a eu un hiver très, très doux, pas beaucoup de neige. Donc, moi, je connais la réalité de mes producteurs parce que je sais que l'irrigation, il commence déjà. Je sais que l'irrigation, il y a un coût extra pour les producteurs, mais que les clients ne vont pas vraiment les payer parce qu'ils trouvent déjà les produits biologiques locaux un peu chers. Si on compare ça avec des produits industrialisés, même biologiques, non? Et on s'entend qu'il y a une économie d'échelle, on s'entend qu'il y a euh, des, euh, des joueurs énormes qui peuvent vraiment jouer avec les prix et tout. Donc, la plupart, je pourrais dire 90% des producteurs biologiques québécois sont des petits à moyenne échelle. Leurs fermes sont des petits à moyenne ou même micro. On parle de 2 sacs jusqu'à peut-être Ouais. 20, 30. Moi, je Et, travaille avec trois producteurs qui sont considérés moyens. Et même ça, c'est pas toujours facile de travailler avec eux parce que les rendements, même maintenant avec la COVID, j'ai parlé avec une de mes productrices la semaine passée, ils ont dépensé 4 000 $ pour chaque de leurs employés qui viennent de Guatemala au Mexique, juste pour les ouais, héberger, pour la quarantaine, pour la vaccine, pour tout, 4 000 $ de ouais, plus que normalement. Et ça veut dire que est-ce qu'il doit augmenter les rendements? Est-ce qu'il doit augmenter leur prix? Est-ce qu'il y a quelque chose parce que c'est quelqu'un très dur. doit payer pour ça, non? Donc, C'est très dur. pour un petit ou moyen ferme, c'est difficile d'absorber ça, mais c'est sûr que Ouais, les clients trouvent déjà les produits biologiques et locaux très, très chers si on compare avec d'autres choses, mais il faudrait trouver un ouais, moyen parce que oui, un de nos objectifs à nous, c'est démocratiser la fermentation, mais aussi c'est mm, démocratiser un peu plus les légumes biologiques la locaux, parce que production. moi, je crois à ça. Il faut trouver un moyen Ouais, on peut les deux parties, non, les producteurs comme les clients finaux, euh, ouais. acheter les produits Et, parce que ça ne change rien si les produits biologiques restent trop chers que les personnes moyennes ne peuvent pas les acheter, non? Ça ne sert à rien. exact. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on en parle parce que je crois que c'est trop facile justement de pas être conscient de tous ces impacts. Puis très souvent, le stress justement aussi d'avoir des entreprises comme ça qui ont des missions de cœur vont très souvent avoir très, très peu de profit. Et c'est stressant parce que souvent, il y a aussi, on a besoin d'avoir des employés, de la main-d'œuvre, etc. Et tout ça, c'est des stress qu'on ne comptabilise jamais. Mais c'est pour ça que souvent,
les entrepreneurs, il faut qu'on s'ancre à notre mission. Pourquoi on le fait? Puis c'est pour ça que j'adore, Pedro, ce que tu viens de dire, de démocratiser la fermentation, démocratiser aussi le bio. Puis je sais que justement, Marie-Claude a dit, le gouvernement devrait encourager encore plus les entreprises bio. Oui, on l'espère, mais des fois, c'est tellement difficile parce que ça prend du temps à faire cette éducation. Et donc, c'est pour ça que c'est tellement, tellement important que la population votent avec leur argent parce que c'est cette demande qui va justement réorienter puis faire que si ces grosses compagnies sont même plus capables de vendre parce qu'on consomme autre chose, ça va faire qu'à un moment, ben, le gouvernement va avoir moins de difficultés à faire des changements parce que des fois, c'est difficile pour le gouvernement d'investir quelque part pour voir que les gens n'achètent pas non plus. Ça peut prendre des années à faire ces transferts de fonds, même dans une production. Donc c'est très, très important de pouvoir voter avec ton argent, puis d'être conscient et de pas se plaindre si jamais des fois ça monte un peu de 1 $ ou quelque chose comme ça, ben de comprendre que des fois il y a des réalités qui sont présentes et donc de faire des webinaires comme ça d'éducation, de prise pour que les gens prennent conscience de tout ce qui arrive. C'est pas facile parce qu'on n'a pas toujours le temps d'écouter des vidéos, des choses comme ça, mais c'est important de le prendre pour comprendre de où vient vraiment notre alimentation. Mais pour Bravo nous, pour on n'oublie jamais le principe que dans une économie locale, plus on achète local, plus ça va aider. Donc, pour nous, on favorise les fournisseurs locaux. Non, un fournisseur de tout, des matériels d'emballage, des tickets, de tout. On favorise, même si peut-être la matière première n'arrive pas de Québec, Canada, mais on favorise vraiment le plus possible les fournisseurs locaux, même si parfois c'est un peu plus cher. Mais parce que nous, on sait, et moi je sais personnellement, que la plupart de l'argent va rester ici. On favorise aussi des petits fournisseurs, non? C'est plus facile d'aller acheter quelque chose à un gros fournisseur qui va arriver demain, comme Amazon, que d'aller chercher quelque chose avec un petit fournisseur comme nous, mais qu'on sait que cet argent va supporter l'économie locale. Donc, pour moi, c'est ça que je prends en considération quand moi, je fais des décisions pour l'entreprise et que, oui, ça pourrait coûter un peu plus cher, mais à la fin, on peut dire que ça va aider l'économie locale. C'est une partie un peu de l'éducation, de la démocratisation, c'est de dire, écoute, oui, je sais que mes produits, peut-être, si on compare avec quelque chose que ça vient des États-Unis, de la Corée, c'est beaucoup plus cher, peut-être, mais à la fin, l'argent va rester ici, donc on va profiter le plus parce que oui, pendant la pandémie 2020, les gouvernements lançaient, oui, il faut acheter local, oui, oui, mais à la fin, il faut se rendre compte qu'acheter local, il y a aussi un coût parce que les produits que nous avons accès, qui sont produits de masse, sont faits dans d'énormes industries. Donc, il y a déjà l'économie d'échelle. Donc, malheureusement, cette compagnie négocie leur prix jusqu'à la fin. Non? Les marges de profit sont tellement minimes pour aller chercher ce marché. Mais je sais qu'il y a une partie de la population qui peut-être ne peut pas avoir accès à ça parce que malheureusement, l'économie, la finance des U, c'est un peu difficile. Mais les personnes qui ont accès à ça, moi, je pourrais encourager ça d'aller acheter local le plus possible parce que moi, je sais qu'il y a un impact ultra direct. Et justement, je pense que c'est pour ça que vous avez beaucoup de produits qui, des fois, sont disponibles à l'année, d'autres que non, parce que justement, vous suivez les saisons et en fonction de justement qu'est-ce qui est local, qu'est-ce qui est disponible localement, en fait. Et donc, ça, je trouve ça vraiment merveilleux. Puis justement, j'étais très curieuse de savoir d'où elle vient votre inspiration pour créer les recettes. Je vois des fois aussi que vous avez des noms de produits qui sont différents. C'est comment vous inspirez pour le type de produit et le nom de vos produits? Oui, ben, en fait, les recettes, c'est vraiment sont inventées, sont développées selon les légumes qu'on peut trouver. Et selon un peu qu'est-ce que moi je me rappelle des autres produits que j'ai goûtés aux États-Unis, au Mexique. Vraiment, j'ai une très bonne mémoire au niveau des recettes parce que si j'aime quelque chose, j'aimerais le développer au niveau de la recette. Par exemple, on a un kimchi qu'on appelle ça chipotluda parce qu'on le fait avec des piments chipotle. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les piments chipotle. En fait, c'est un de mes piments préférés au Mexique. Je voulais avoir quelque chose que ça me rappelle ça. Donc, on a essayé de trouver
les piments chipotle pour développer un genre de choucroute pour ajouter dans nos tacos. Donc, c'est vraiment cette recette, sont inspirées comme ça, de ces recettes, c'était quelque chose que j'avais goûté, c'est comme, oh, j'adore cette recette, comme la choucroute à la nette et au citron et ail. J'avais goûté une fois aux États-Unis et j'ai dit, oh, j'adore ce goût, ça donne un goût de cornichons, c'est sûr que moi, je pourrais faire quelque chose ici. Donc, on fait une choucroute à la nette. Les kimchi, que c'est notre meilleur vendeur, ben, en fait, ça, c'est une recette qu'on avait développée avec un chef parce qu'il voulait absolument un kimchi traditionnel style corée. Donc, ça, c'est une recette que nous avons développée ensemble. Sinon, les noms de notre produit, ben, moi, je viens du Mexique et j'ai connu Rachel, ma copine, au Mexique, au l'état de Oaxaca. Donc, on voulait, quand on commençait la compagnie, on voulait vraiment donner quelque chose, un goût mexicain. On voulait vraiment réfléchir, parce que Rachel aime le Mexique. En fait, elle voulait retourner au Mexique pour vivre. Euh, donc, on voulait vraiment, on avait un attachement au Mexique encore, même si moi, ça fait plus de 20 ans que j'habite plus au Mexique, mais moi, je me considère toujours mexicain. Donc, on voulait donner ce côté, cette couleur euh, mexicain, latino, funky un peu à des produits. Donc, nos recettes, selon moi, sont des recettes funky, sont des recettes que moi, je voulais que les gens ne trouvaient pas plates, non? Je voulais des goûts relevés, etc. Mais au niveau de l'image aussi, je voulais quelque chose que ça serait un peu ethnique pour réfléchir ma mexicanité un peu, pour sortir un peu du cadre aussi. Donc, les noms sont des noms qui sont réfléchis un peu au niveau des produits, au niveau des mots de Mexique, non? Par exemple, Sandunga. Mais Sandunga, c'est une chanson très, très populaire au Oaxaca. C'est une chanson très populaire au Oaxaca que Rachel aimait beaucoup. Donc, c'est très coloré. Quand les femmes dansent cette chanson, c'est des vêtements très colorés. Donc, on a donné ce nom à notre kimchi daikon parce qu'on trouvait que les kimchi daikon, ça donnait cette couleur, etc. La choucroute à la nette, ben, la choucroute à la nette s'appelle consentida, qui en français c'est comme la gâtée, la préférée, parce que c'est la recette la préférée de Rachel. Pour les chipotle, on avait appelé la recette chipotluda parce qu'au Mexique, être chipotludo, ça veut dire être le meilleur. Donc, au début, moi, je trouvais que pour moi, la recette de kimchi chipotle, c'était mon préféré, la meilleure de toutes les recettes. Et comme ça, on a donné un peu de noms à tous, juste pour différencier un peu et rester toujours dans mes racines mexicaines. Et je pense que aussi, un de vos premiers produits, la sauce piquante, vous l'avez donné un nom très spécial parce que tu en as parlé justement au début que ta grand-mère a fait a eu un gros impact dans le fait que vous faites partie de cette entreprise. Donc ça m'avait beaucoup touché au cœur. Je crois que les gens aimeraient ça savoir à Oui, ben propos en fait, du nom de... oui, la sauce piquante s'appelle Lupita parce que ma grand-mère s'appelait Guadalupe. Donc, les Guadalupe, on l'appelle Lupe ou Lupita, non? Donc, oui, c'est vrai, c'est les premiers produits que j'ai développés. Et tout de suite, je voulais donner des noms féminins à mes produits parce que dans ma vie, c'était toujours ma grand-mère qui m'a toujours inspiré, maman aussi, mais aussi Rachel, non? Qui est toujours est là pour me supporter. Donc, c'était comme un genre de merci, non? Un genre à toutes les femmes dans ma vie. Et juste pour faire une petite parenthèse, c'est en ce moment, j'ai tout cru de mes 5 employés, les 5 sont des femmes, non? Je suis le J'adore. seul, je suis le seul homme à la compagnie et c'est pas voulu, c'est juste que c'est arrivé ici. Moi, je trouve que je travaille beaucoup mieux avec les femmes pour une raison X, mais c'est très rare que dans les domaines alimentaires, agro-industriels, c'est des femmes qui travaillent dans la production, etc. C'est normalement des hommes. Donc, c'est un genre de fierté pour moi parce que c'est très rare, non, de trouver ça. Mais moi, je trouve que c'est très cool parce que en ce moment, ça fait un an que j'ai juste des femmes qui travaillent avec moi. Euh, et c'est une dynamique ultra spéciale. Tout le monde travaille très, très fort. Je trouve que c'est très cool. Donc, ça complémente un peu les normes, non? Toutes féminines, etc. Moi, je trouve une force
avec les femmes énormes, non? C'est pas pour dire que La les hommes, puissance. non, mais la puissance de l'éléphant, pour moi, je trouve que c'est quelque chose J'adore. qui donne ce La pouvoir. vibration féminine de A à Z. C'est drôle parce que depuis le début que tu parlais avec Rachel, que vous avez parti cette entreprise, on dirait que je me souviens un peu que moi et Philippe aussi, on a parti l'entreprise ensemble. Et c'est drôle parce que nous aussi, on est 10 dans l'équipe totale et à part Philippe, on est tous des femmes. Donc, des fois, quand Philippe, il doit pas, il peut pas être dans le meeting, c'est drôle de voir tous des visages de femmes. Je trouve que c'est beau des entreprises féminines avec cette puissance, justement, féminine de nos jours. Donc, merci d'avoir partagé ça parce que c'est très beau. Et justement, je trouvais ça drôle que celle à la choucroute à la nette et citron, ce soit la favorite de la préférée de Rachel parce que c'est la préférée de Victor aussi, le fils à Geneviève, justement, qui est notre gestionnaire de projet. Donc, je crois que c'est une favorite, une préférée à beaucoup de gens. Et il y avait une question qui est arrivée dans les commentaires qui disait que quand tu expliquais justement qu'on pouvait faire une vinaigrette avec la saumure, avec le défi de trempette, ça c'est quelque chose que moi non plus, je savais pas que c'était possible de faire ça. Oui, mais en fait, pour notre produit, il y a deux composants dans les produits lactofermentés. Il y a toujours des parties solides, dont des choux, des carottes, mais aussi il y a une partie liquide. Selon les produits, il y a deux choses, non? Il y a des légumes quand on fait la macération, la fermentation, ils vont pas sortir assez d'eau pour aider à la fermentation. Donc, on ajoute un peu de saumure, que c'est juste d'eau pour aider à la fermentation, mais c'est vraiment la procédure. Il y a des autres légumes comme les choux qu'on n'ajoute pas de saumure de tout parce qu'il y a tellement d'eau déjà qu'on n'a pas besoin. Donc, pour moi, normalement, les gens, comme dans les olives, non? Moi, j'ai beaucoup cette image des olives. Les gens vont manger les olives et vont jeter la saumure. Mais il y a comme plus ou moins les mêmes conseils. Les gens vont manger la choucroute, mais vont jeter la saumure à la fin. Mais pour moi, ça, c'est comme un gaspillage parce que de toute façon, il y a déjà beaucoup de lactobacilles dans la saumure. Donc, il y a beaucoup de lactobacilles. Et il y a eu une très grande mode aux États-Unis qui appelle ça des gut shots. Non? C'est vraiment de la saumure, des liquides qui restaient de la fermentation. Donc, moi, j'ai commencé à penser, bon, c'est quoi une façon que les gens pourraient utiliser cette saumure, ce liquide à la fin? Ben, la plus facile, on pourrait le prendre comme un gut shot, on pourrait prendre comme une once à la fois, c'est bien. Mais il faut comprendre que c'est un produit qui reste encore salé, non? Parce que notre produit malheureusement, heureusement, il faut utiliser du sel pour la fermentation. Mais moi, je pensais, ben, pourquoi pas utiliser la saumure au lieu d'un vinaigre, au lieu d'un citron, parce que ça reste que c'est un goût acidulé. Et ça va ajouter un peu de probiotiques, non? Donc, surtout avec la saumure de choux crues à la nette, nous, on l'utilise beaucoup pour faire des choses de vinaigrette, mais aussi comme un genre de sauce tartare, non? On ajoute un peu de celui-là à une mayonnaise végane ou pas végane, et on fait ça. Et aussi, j'utilise beaucoup la saumure pour mariner du tofu ou mariner aussi la viande, parce qu'il y a un côté acidulé qui va aider à déjà cuisiner déjà la protéine, mais aussi va donner des goûts. Pour la viande, j'utilise beaucoup la saumure de kimchi, non? Avec la saumure de kimchi, je l'utilise beaucoup pour mariner la viande, mais aussi le tofu. On va laisser mariner le tofu, la viande 24 heures avec la saumure. Et ça donne un goût absolument délicieux. Donc, l'idée, c'est vraiment d'utiliser tout notre produit. C'est très important quand on parle de fermentation, deux choses qui arrivent souvent au niveau des questions. Quand les produits lactofermentés sont des produits qu'on appelle ça cold package, donc ils ne sont pas pasteurisés. Donc, quand on va mettre les produits, c'est dans une chambre déjà réfrigérée. Euh, Pourquoi? Parce que la réfrigération va ralentir la fermentation. On pourrait laisser les produits à l'extérieur, il n'y a aucun problème, sauf que ça va continuer à fermenter beaucoup plus rapidement. Donc, quand on va ouvrir un pot de choucroute, de kimchi, de tout cru, il n'y a pas un pop qui est fait. Donc, parce que quand on fait pop, ça veut dire que c'est pasteurisé, qu'il y a eu un traitement de chaleur. Donc, pour notre produit, si on ouvre pas les produits, c'est la même durée de vie, on pourrait dire de 6 à 8 mois. Mais une fois qu'on ouvre les pots, on retire la couverture. Dans l'environnement, dans l'air et tout,
il y a beaucoup de bactéries, des levures, des micro-organismes qui flottent dans l'air. Donc ça va commencer à déposer sur notre produit. Au début, il n'y a aucun problème parce que les bactéries lactiques sont tellement présentes qu'ils vont tout tuer. Mais mettons qu'on ouvre un pot de choucroute, on mange la moitié, on laisse la autre moitié dans le frigo et 3 mois après, on découvre notre pot de choucroute en arrière du frigo. On se dit, oh my God, j'ai oublié mon pot de choucroute. Il y a une très grosse possibilité qu'il y ait une petite couche blanche qui va se développer. Ça, ce n'est pas la moisissure. Ça, c'est une levure qui aime les conditions acides, non, des produits lactofermentés, mais que ça va développer parce qu'il n'y a aucune interférence au niveau des surfaces. Donc, la levure était peut-être déjà dans le produit lactofermenté, mais comme on mangeait, on bougeait et tout, mais les lactobactéries la gardaient comme en check, non? La gardaient comme, écoute, tu es là, mais tu ne peux pas développer beaucoup. Mais quand on ne touche pas un produit lactofermenté pendant plusieurs semaines au moins, cette couche blanche va se développer. Ce n'est pas la moisissure, ce n'est pas nocif, c'est vraiment naturel, on peut la manger, il a un goût fromager. C'est un peu indésirable parce que va changer le goût. Mais par contre, on peut toujours l'enlever avec une cuillère, quelque chose, et on va la jeter. Ça, c'est ultra naturel. Malheureusement, aussi, dans la culture alimentaire, on est tellement habitué à manger des produits morts. Il y a des produits qui vont développer zéro, que quand ils vont développer quelque chose, c'est un pathogène, c'est une listeria, c'est une salmonelle, non? Mais dans notre produit, c'est pas impossible parce que rien n'est impossible, mais c'est ultra difficile qu'un pathogène va se développer parce que, première chose, le pH est très bas pour que cette bactérie puisse se développer. Et deuxième chose, il y a tellement de lactobactéries que c'est presque impossible c'est comme une armée de lactobactéries, non? Il arrive un pathogène, une salmonelle, ils vont la tuer tout de suite. Parce que l'idée d'une bactérie, d'une colonie de bactéries, c'est qu'il faut qu'il survive pour se continuer à développer. Donc, ça, c'est un peu la bonté de la fermentation, mais aussi c'est sa nature de se garder pendant tellement longtemps. Donc, selon mon expérience de 15 ans et plus, j'ai jamais tombé malade avec un produit lactofermenté, même s'il y avait un peu de moisissure, parce que normalement, la moisissure qui pourrait se développer, c'est peut-être une pénicilline. Donc, moi, je ne suis pas allergique à la pénicilline, donc moi, je peux les manger. Mais on parle d'une pénicilline comme les fromages brie, etc. Mais on a tellement de peur de manger des choses un peu étranges qu'on pourrait dire, ah oui, c'est assez périmé. Parce que nous, on met une date d'expiration. Par loi, il faut mettre une date d'expiration. Ça ne veut pas dire que le produit va être périmé. C'est juste qu'on suggère de manger les produits avant cette date parce qu'il y a une qualité qu'on peut garantir. Après ça, moi, je suis sûr que le produit va continuer à être bon. Mais il y a ces cultures, c'est comme, non, c'est périmé, il faut les jeter. Donc, de ce côté, il faut encore faire un peu d'éducation. Il faut aussi être un peu ouvert, non, à manger des choses que peut-être on n'est pas habitué à manger. Parce qu'oubliez pas, la lactofermentation, c'est une façon de conserver des légumes des plus vieux. Ça fait peut-être plus de 10 000 ans que ça existe, non? Ça naît en Asie, en Corée, en Chine. Ça a développé un peu avec les commerces avec l'Europe de l'Est et arrivé en Amérique du Nord, etc. Mais ça fait tellement de temps. C'est comme faire du vin, faire la bière, faire du pain. C'était une façon de conserver. Donc, moi, je suggère à tout le monde d'essayer. Une autre façon de comprendre qu'est-ce que ça se passe avec la fermentation, c'est l'effet humain. Oui, c'est une procédure ultra facile parce que ça prend 3 ingrédients. Ça prend du sel, des épices et un légume. Après ça, on les coupe de la façon qu'on veut, etc. On n'a pas besoin des instruments fancy, non? On a besoin juste d'une pomme à son, on a besoin d'un sac Ziploc plein d'eau. Et ça, c'est la seule chose il faut avoir. Et beaucoup de courage aussi, non? Parce qu'il faut avoir du courage. Il faut aussi être un peu aventureux pour essayer de nouvelles choses. Mais moi, j'ai appris honnêtement, il n'y a aucune école, il n'y a pas une université, il n'y a pas une formation pour faire des produits lactofermentés. Tout ce que j'ai fait en ce moment, c'était essai-erreur, non? Nous, l'année passée, en 2020, on a transformé 50 tonnes de légumes, bio et un peu pas bio, 50 tonnes de légumes lactofermentés sans jamais avoir fait une formation, etc.
moi, j'ai commencé à faire des fermentations chez moi, peut-être 1, 2 litres à la fois. Oui, j'ai eu des échecs, j'ai eu des très bons succès. Même avec la compagnie, j'ai eu déjà des échecs. Ça fait 3 ans, j'ai jeté 16 barils de cornichons parce qu'il y a eu une mauvaise fermentation. Cette année, on a eu une choucroute qui était un peu plus molle. Même avec mon expérience, j'ai aucune idée pourquoi ça se passait parce que le monde de la fermentation est tellement inconnu, mais tellement, tellement, tellement que oui, on connaît un peu c'est quoi la bactérie lactique, mais on ne sait pas pourquoi il fait ça. Même dans les bienfaits, on commence à connaître beaucoup mieux, OK, c'est quoi l'interaction entre un lactobacillus et peut-être notre système immunitaire ou peut-être notre digestion, etc. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire. Donc, c'est un monde très intéressant et j'espère que dans les prochaines années, il va y avoir encore plus de recherches, il va y avoir encore plus d'intérêt des personnes pour dire, OK, moi, parce que moi, je l'ai vécu. Euh, une fois, j'ai fait un voyage d'un an, j'ai voyagé en Inde, en Mexique, j'ai mangé n'importe quoi. Quand j'ai retourné, j'étais vraiment très, très malade. J'avais détruit tout mon estomac, mon intestin, je ne sais pas quoi. Donc, j'ai commencé à essayer un peu la lactofermentation parce que quelqu'un me l'avait suggéré. Écoute, j'ai eu un changement extrême. C'est comme, oh my God, j'avais tellement de gaz. Mais ouais, à chaque fois, à chaque repas que je mangeais, des gaz, c'est comme, oh my God. Donc, j'ai commencé à essayer un peu la fermentation. Surtout, j'aimais beaucoup les goûts. J'aime beaucoup, beaucoup les goûts des salés, acidulés. Et j'ai commencé à voir que personnellement, c'est comme, hey, OK, si je mange un cornichon après ça, un choucroute, ben, je fais pas de gaz. OK, ben, je vais continuer. Donc, de plus en plus, j'ai commencé à intégrer des produits fermentés, des kombucha, des kéfir, des pains fermentés comme les levain, etc. Et j'ai vu beaucoup de changements dans ma vie. Donc, est-ce que c'est scientifiquement prouvé que les produits fermentés m'ont aidé? Peut-être oui, peut-être non. Moi, je pense honnêtement que oui. Mais le problème, c'est aussi qu'on mange tellement de produits morts, non? Des conserves qui sont pasteurisés, à faire avec du vinaigre, avec aucune valeur nutritive. Les produits lactofermentés, un des avantages, c'est qu'il n'y a pas de chaleur, donc les vitamines, les minéraux vont se conserver et en plus vont être plus bioaccessibles parce qu'ils sont, on dirait, comme prédigérés. Donc, les choux a beaucoup de vitamine C, tout le monde le sait. Donc, quand on chauffe les choux, on va détruire la vitamine C, mais la choucroute, parce que ce n'est pas chauffé, la vitamine C est là, est très disponible. Donc, on n'a même pas besoin de voir des jus d'orange à Québec parce qu'on a la choucroute, non? On a la choucroute, on a beaucoup de légumes qui ont vitamine C, donc on n'a pas besoin de tomber sur le marketing de les jus d'orange. Non, pas besoin de jus d'orange. Oui, si vous aimez les goûts, oui, parfait, mais on n'a pas besoin pour avoir nos vitamines C l'hiver. Les produits lactofermentés sont là et sont délicieux. Donc, nous, on vise maintenant beaucoup, parce qu'avant, on visait beaucoup, ah oui, les bienfaits, les bienfaits, les bienfaits. Mais moi, je trouve que les personnes trouvaient ça un peu lourd, parlaient tout le temps, ah oui, il faut manger pour être sain. Moi c'est sûr que oui, mais moi, quand je parle de lactofermenté, je mange parce que j'aime tellement les goûts. Une poutine avec kimchi, c'est délicieux. Donc, on parle d'une chose que c'est comme ultra gras, ultra salé, et peut-être la pire chose à manger, mais on ajoute du kimchi et pour de vrai, c'est comme wow, parce qu'on va ajouter un goût acidulé, on va ajouter aussi des probiotiques, etc. Mais on va complémenter quelque chose que peut-être on considérait déjà comme la malbouffe avec un produit qui est considéré sain. Donc, on pourrait trouver une balance. Un burger aussi, un burger bien ou pas bien, non, on va ajouter des kimchi, un grilled cheese kimchi chipotle, c'est merveilleux. Donc, notre objectif, c'est vraiment rendre les produits lactofermentés délicieux, première chose. Et deuxième chose, c'est que ben, sont bons pour la santé. Mais les gens, il faut qu'ils pensent tout le temps, c'est délicieux, avant de penser, oh oui, c'est santé, parce que oui, quand on va parler de c'est juste santé, on élimine beaucoup de la population, non? Je On suis va dire comme, complètement d'accord. Oui, complètement c'est d'accord que parce que moi, justement, nous aussi, dans notre perspective, on a toujours été à propos de, oui, des fois, on va devoir faire attention à notre alimentation temporairement dans nos programmes cliniques, mais c'est pour que après, on puisse avoir le plaisir. Le plaisir dans l'alimentation, c'est tellement, tellement, tellement important. Donc, on parle toujours du 80 à 20 de ces 80 du temps, je mange bien, les 20 j'ai même pas besoin d'en te parler parce que c'est là que, justement, on est capable de facilement maintenir ces habitudes-là. Puis j'adore que tu aies parlé, justement, du plaisir
pour pouvoir avoir l'intérêt d'essayer de nouvelles choses si c'est nouveau pour toi. Puis tout ce que tu as amené, le fait que c'est un peu il y a tellement de bonnes bactéries que souvent il n'y a pas de mauvaises bactéries qui peuvent s'implémenter. C'est la même chose dans notre corps. Si on a beaucoup de bonnes bactéries, on va pouvoir avoir une meilleure défense et vraiment toute cette hypothèse d'hygiène que depuis qu'on fait que on nettoie tout, on n'a plus de contact avec des bactéries, qu'on stérilise tout, que là, on a beaucoup moins de bonnes défenses. Et donc, j'adore ton message, et justement, même si des fois, ça a l'air simple comme des étapes à suivre pour fermenter, je crois que quand même, c'est les années d'expérience qui nous permettent de développer des choses quand même le fun. Puis, ce qui est le fun aussi beaucoup dans tes produits, c'est justement le goût, cet aspect exotique, cet aspect de saveur aussi qui va beaucoup amener l'envie de combiner certaines choses parce que ça devient bon. Et donc, ça enlève la peur d'essayer, puis que ça, la famille aime pas ça, etc. Donc, c'est vraiment le fun avec ton entreprise que tu permets vraiment de rendre la fermentation et non seulement ses bénéfices accessibles à plus de gens à travers leur goût. Puis, je suis très, très contente aussi. Si vous ne le savez pas, Pedro, depuis quelques mois, nous a donné à nos membres du membership un rabais. Donc, pour tous ceux qui sont membres dans le membership, ils ont, je crois, 15 avec un code spécifique qu'ils ont dans leur plateforme. Mais aussi, parce qu'on l'a invité aujourd'hui, il a voulu faire un spécial à ceux qui nous écoutent. Et je crois qu'il y a un 10 un code qu'on va pouvoir mettre en formation justement dans la description. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent, justement, vous allez pouvoir avoir un code. Je crois aussi qu'il y a peut-être une date d'expiration, donc peut-être de l'utiliser rapidement sur leur site web. Mais vraiment, ta générosité, Pedro, dans tout ce que tu nous as expliqué. Il y a plusieurs personnes qui ont dit merci. J'ai appris plein de choses. Donc, vraiment, et si jamais vous voulez envoyer des messages de remerciement à Pedro, c'est le temps justement dans les commentaires, même après si jamais vous l'écoutez en différé. Et si jamais vous avez des questions, on va aussi mettre toute l'information de Pedro dans la description pour que vous puissiez aller suivre sa page à lui aussi, une merveilleuse page. Et aussi, Pedro, si je me rappelle bien, je crois que tu es passé au Dragon récemment aussi dans la dernière année, puis que ça a été super populaire aussi. Donc, on va souhaiter qu'il y ait une encore plus grosse croissance avec le support et la visite que ça a donné parce que c'est vrai que vous êtes une merveilleuse entreprise. Donc, merci encore pour ta présence et tout ce que vous faites. Merci. Juste pour complémenter, on n'est pas juste disponible en ligne, on est disponible à plus de 300 points de vente. Donc, tu as 130 IGA, plus de 40 métros, Avril, Marcheto, l'FM Blufa, beaucoup d'épiceries indépendantes à Montréal et ailleurs. Aussi, la boutique en ligne, mais les codes promo, comme tu viens de dire, on va l'extender jusqu'à la fin de l'été. Pourquoi? Parce que j'ai oublié de parler. Pendant l'été, on travaille avec des petits ou micro-producteurs pour faire des éditions limitées. Les éditions limitées sont disponibles juste sur notre site web. Qu'est-ce que ça veut dire une édition limitée? C'est que un producteur va arriver avec un surplus ou un légume peut-être de deuxième qualité et on va la transformer avec une recette. Peut-être ça va être l'inspiration du chef, non? L'inspiration, on va arriver, OK, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va voir. Et l'année passée, on a essayé 3 recettes ou 4 recettes et on a eu des résultats extrêmement délicieux. On a tout vendu peut-être 2 mois d'après, on avait plus. Donc, cette année, on va recréer l'expérience. La saison des légumes commence en ce moment. Si la sécheresse nous permet. Donc, on va avoir peut-être des 5 à 8 recettes édition limitée sur le site web uniquement. Pour ça qu'on va extender les codes promo. Si les personnes vont essayer des recettes qui vraiment, parce qu'on a 8 recettes standards, mais moi, ça m'inspire beaucoup vraiment à juste, OK, continuer l'exploration. Est-ce qu'on peut fermenter des légumes différemment avec des épices différents, avec des fermentations différentes? Ça m'inspire beaucoup. Donc, ça me laisse beaucoup de place à l'excitation parce que ça reste, chaque fois qu'on fait une recette, on ne sait pas ça va être quoi les résultats. Vraiment, même avec toute cette expérience, on croise les doigts, c'est comme j'espère que j'ai tout fait bien. Et normalement, c'est des bons résultats, mais avec ça, ça nous permet vraiment d'aller toucher peut-être des personnes qui aiment la fermentation, mais qui n'aiment pas toujours manger la même chose. Donc, l'année passée, on avait fait un kimchi bok choy.
c'était ultra délicieux et ça m'a rappelé un peu les fermentations que moi j'ai fait au début de mon expérience fermentation. Il avait comme un goût maison parce que quand on fait une production industrielle, maintenant on fait de 3 à 4 tonnes de légumes par production. Mais quand on fait une production petite, ça donne un goût peut-être maison, un goût qu'on ne peut pas chercher dans la production industrielle. Mais ça, au moins, ça m'a touché beaucoup parce que ça me rappelle, ça fait 20 ans que j'ai fait une recette comme ça, comme, oh my God, ça goûte les champs, ça goûte l'été, ça goûte vraiment la terre, etc. Donc, on va travailler beaucoup avec des producteurs pour vraiment donner des recettes uniques. Mais malheureusement, ça pourrait être que c'est une recette qu'on ne peut pas produire dans un futur parce qu'on a plus l'accès à cette légume. Donc, ça reste unique, mais aussi ça donne peut-être envie à les personnes à essayer de fermenter dans eux-mêmes. Si on fait le jardin, j'ai un pot de bok choy extra, bon, je vais le fermenter parce que peut-être j'ai goûté un kimchi de tout cru à bok choy et ça m'a donné le goût. Donc, on peut fermenter J'adore. presque tous les légumes. Presque tous les légumes, on pourrait les fermenter, sauf la famille des patates, un peu moins. Mais sinon, tous les légumes racines, toute la famille des brassicas, des choux, choux-fleurs, brocolis. Il faut avoir un peu plus d'expérience avec les brocolis, mais sinon, la chou-fleur, ça se fait vraiment bien. Tout ça, des épices, des serres fraîches, non, pour les ajouter. Avec les basiliques aussi, des oignons aussi. Les oignons lactofermentés sont délicieux, des piments. C'est juste, il faut essayer et on va trouver qu'est-ce qu'on aime et qu'est-ce qu'on n'aime pas. Donc, mais l'idée, c'est vraiment juste essayer. Et quand vous n'avez pas le temps de l'essayer, vous savez que tout cru est là pour, avec des produits délicieux. Exactement, vraiment. On est très, très choyés avec votre compagnie parce qu'on a beaucoup de diversité puis vraiment du goût tout le temps. Et moi, j'aimerais juste aussi mentionner quelque chose parce que des fois, il y a certaines personnes qui vont avoir des complications au niveau de leur flore digestive quand ça fait trop longtemps qu'ils ont des mauvaises flores. Que des fois, ils peuvent avoir des symptômes même quand ils mangent des bons aliments comme des aliments fermentés. J'en parle un peu plus dans notre webinaire qui explique notre méthode PASS à la clinique, parce que si jamais ça arrive, ça veut dire qu'il y a un problème un peu plus profond. Donc, on pourrait vous mettre le lien pour ça aussi, si jamais ça arrive, parce que c'est pas supposé arriver. C'est supposé arriver. Donc, au contraire, c'est les meilleurs aliments. Quand que les meilleurs aliments, on ne les tolère pas, il y a une cause à ça. Donc, c'est vrai que j'avais oublié de le mentionner tout à l'heure, mais sinon, c'est supposé aider votre flore. Vraiment, merci encore, Pedro, pour tous ces magnifiques produits et votre générosité avec ce code promo. J'espère que tous ceux qui nous écoutent vont tomber autant en amour avec vos produits que je le suis. Merci beaucoup, Merci. Pedro. Merci à toi, Natacha. Donc, à tout le monde, n'hésitez pas à partager la vidéo si jamais vous avez aimé ce que vous avez appris et de nous suivre dans les notifications pour savoir quand les prochaines fois qu'on est en live. Sinon, passez une merveilleuse journée tout le monde. Bye! Bye, bonne journée.